Le deuxième grand thème en histoire cette année, c'était de comprendre le monde depuis 1945. Première partie, on avait vu la décolonisation. Deuxième partie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Donc ici, on va s'intéresser au fait de comprendre ce qu'est cette fameuse guerre froide qui va commencer après la Seconde Guerre mondiale, notamment entre les deux géants que sont les États-Unis d'un côté et l'URSS, et comment donc vont évoluer les relations internationales depuis 1945. On parle de la naissance d'un monde bipolaire parce que le monde va être coupé en deux pôles ou en deux blocs qui vont s'opposer pendant au moins 40 années entre eux, d'un côté donc les États-Unis et de l'autre l'URSS. Pourtant, en 1945, il y avait beaucoup de motifs d'espoir après avoir vécu 5 années d'une guerre mondiale qui a été quand même relativement très dure. En 1945, donc, à la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945, naît ce que l'on appelle les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et si on regarde donc le texte fondateur, la charte de fondation, on s'aperçoit quand même que l'objectif principal de cette organisation des nations hein, qui ont remporté cette Seconde Guerre mondiale est quand même de maintenir la paix ou de préserver la paix qui a été durement gagnée. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette organisation va se structurer autour d'une assemblée générale qui va rassembler bon nombre de pays du monde et qui va être composée aussi de plusieurs institutions que l'on va être amené à développer. Donc, si on résume en synthèse, qu'est-ce que l'ONU et quand a-t-elle été née? L'ONU, donc, c'est l'Organisation des Nations Unies. Elle est née en 1945. Hein, elle établit les principes d'une sécurité collective dans le monde. Donc, une sécurité défendue par la plupart des pays qui vont rentrer dans cette organisation. Donc, les buts de l'ONU, c'est de limiter l'armement, d'empêcher les conflits d'éclater et d'intervenir là où on doit intervenir pour préserver la paix et aider les pays qui connaissent des difficultés économiques. En synthèse, on pourra aussi prendre ce petit tableau où on voit que l'Assemblée générale, on va retrouver tous les pays membres qui sont représentés, hein, une voix par État. Sa mission, ça va être de prendre des grandes décisions hein, et on va pouvoir voter. On a un secrétariat général avec un secrétaire général élu pour 5 ans. C'est lui qui va donc devoir faire appliquer les décisions. Et on a surtout un conseil de sécurité, c'est-à-dire on va retrouver 5 pays permanents, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine, qui ont un droit de veto. C'est-à-dire chacun a le droit de refuser une décision. Et ce conseil de sécurité, il prend donc les décisions pour intervenir ou non militairement dans un conflit. Ainsi, l'ONU dispose d'une armée qu'on appelle les casques bleus, composée de plusieurs régiments de plusieurs pays du monde, et cette organisation militaire a pour objectif donc d'intervenir dans un conflit si le Conseil de sécurité le vote. Un seul pays des 5 membres permanents peut bloquer cette décision. Les casques bleus sont donc une armée d'interposition, ce n'est pas une armée qui a vocation à faire la guerre, mais à plutôt intervenir pour essayer de stopper les conflits et de se mettre au milieu de deux armées pour aider surtout les populations civiles. Donc on s'aperçoit que ici l'ONU c'est un petit peu comme la SDN, la Société des Nations, qui avait été créée en 1919, mais qui n'avait pas forcément fonctionné après la Première Guerre mondiale, puisqu'on n'avait pas donné les moyens d'intervenir pour réduire un conflit, puisque la SDN ne disposait pas d'armée internationale. Et bien ici, l'ONU dispose d'une force d'interposition pour venir aider dans des situations compliquées les populations civiles victimes de guerre. Donc en 1945, la volonté des grands vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale, que sont les États-Unis et l'URSS, c'est bien de collaborer pacifiquement dans la création d'une sécurité collective. Donc on s'aperçoit qu'en 1945, il y a de grands motifs d'espoir dans une paix durable. Malheureusement, très vite, des tensions vont naître entre les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, donc d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS, et on va le voir à travers ces deux textes qu'on appelle la doctrine Truman, du nom du président américain qui est à l'origine de ce texte en 1947, et la réponse de l'URSS, de Staline, à travers la voix de son conseiller Janov qu'on va voir, et qui vont engendrer donc des tensions entre ces deux grands pays qui vont dominer le monde. Ces deux textes que vous retrouverez au lycée et qu'on peut retrouver évidemment sur le blog Le SAV de la salle 16, dans le diaporama en version compressée, on va essayer de les analyser à travers un tableau que vous pourrez donc reprendre
en synthèse. Donc, première question, qui sont les deux auteurs de ces documents? Donc, d'un côté, vous avez Truman, qui est le président des États-Unis depuis la mort de Roosevelt, et d'un autre côté, vous avez Janov, qui est un conseiller proche de Staline, et qui va répondre donc au texte du président américain. La date de ces deux documents, c'est 1947. Cette année-là, en effet, le président américain Truman va prendre la parole devant le Congrès américain, le Parlement, donc, pour expliquer la future politique internationale donc, des États-Unis. Truman explique qu'à cette époque-là, il est difficile de pouvoir s'entendre avec l'URSS parce que les deux pays, les États-Unis et l'URSS, ont deux modes de vie très différents, deux modèles économiques très opposés. Et donc pour lui, le monde est coupé en deux où très vite, les pays du monde vont devoir faire un choix entre d'un côté la position et le modèle américain, ou de l'autre faire le choix d'opter pour le modèle soviétique. Alors évidemment, Truman fait l'éloge du modèle américain. Au niveau politique, c'est pour lui une démocratie, et évidemment, on ne peut pas comparer le modèle soviétique où seul le Parti communiste a le droit d'exister. Et en matière économique, il vante le libéralisme, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez la possibilité de posséder, de pouvoir entreprendre sans que l'État ne vous mette de barrières, alors qu'évidemment, le modèle communiste en économie, tout doit être mis en commun et l'État doit tout gérer. Donc évidemment, les deux camps vont s'opposer et une guerre ouverte va avoir lieu, on va dire, entre les deux modèles. Et ce texte, évidemment, les Russes vont y répondre à travers la voix de Janov, en essayant évidemment de critiquer le modèle américain tant vanté par Truman. Il faut aussi rappeler qu'en 1945, l'Europe a été entièrement libérée d'un côté par les Américains, surtout l'Europe de l'Ouest, mais toute l'Europe de l'Est a été libérée par les Soviétiques, qui vont imposer progressivement leur modèle à tous ces pays libérés du nazisme, à savoir par exemple la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et ainsi de suite. C'est ainsi que Truman et les Américains prennent peur de cette invasion du modèle soviétique et communiste dans cette Europe, et voire même aussi en Asie et en Afrique, et ils proposent d'intervenir en aidant ces pays, en recevant une aide économique pour que les peuples puissent se reconstruire après cette Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une assistance économique et financière, et les Américains ont la puissance économique d'aider ces pays-là. Évidemment, pour les territoires qui ont été libérés par les soviétiques, l'URSS va proposer aussi une aide économique, mais la puissance économique des Russes n'est pas la même que celle des Américains. Alors évidemment, pour les Américains, si vous recevez cette aide économique, vous rentrez aussi dans une alliance avec les Américains, et vous rentrez dans ce qu'on appelle leur bloc. C'est-à-dire que ici, par cette aide économique, les Américains aussi se créent des alliés face notamment à l'autre bloc, le bloc de l'Est, mené par l'URSS. C'est ainsi qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc très rapidement en 1947, l'Europe va se couper en deux, entre d'un côté les pays qui vont bénéficier de cette aide américaine, et de l'autre les territoires qui ont été libérés par les Russes et qui vont se voir contraints d'être ou de rester sous le joug et la domination soviétique, et se voir aussi imposer le modèle communiste dans tous ces territoires, donc de l'Europe de l'Est libérés par les Russes. C'est ainsi que pour la France, le Royaume-Uni notamment, ces pays qui reçoivent l'aide américaine vont rentrer dans ce qu'on appelle une alliance militaire à travers le traité de l'Atlantique Nord, donc rentrer dans ce qu'on appelle l'OTAN. Et de l'autre côté, les pays qui ont pour modèle le communisme vont rentrer dans ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, donc dans une alliance militaire avec l'URSS. En synthèse, on peut dire que donc à travers ces doctrines, ces pensées de Truman et Janov en 1947, le monde est divisé en deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Un rideau de fer, donc une séparation, va tomber sur l'Europe, une frontière faite d'ouvrages de bétonné, de fossés, donc les deux Europes vont être coupées en deux. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre froide, une période de très très forte tension entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS, puisque les deux disposent de l'arme atomique, donc c'est une guerre qui ne peut pas vraiment avoir lieu. Le monde devient lui aussi bipolaire, deux pôles dominent, à travers notamment le pôle américain, et de l'autre opposé au pôle soviétique. Donc concrètement, en Europe, on voit bien cette division de ces deux espaces, l'Europe de l'Ouest aidée par les Américains qui vont entrer dans une alliance militaire
qu'on appelle l'OTAN, et de l'autre côté, les territoires de l'Est qui ont été libérés par les Russes, qui vont rentrer dans le pacte de Varsovie, donc sous une alliance militaire russe. Et entre les deux, donc, il y a très peu de communication, on appelle ça le rideau de fer, et on va avoir de ci et de là des conflits qui vont s'ouvrir, puisque on va avoir certaines remises en cause, notamment de cette domination, et notamment à l'Est, puisque le modèle soviétique est largement critiqué. Donc après avoir vu la naissance de ce monde coupé en deux blocs ou en deux pôles, on va s'intéresser maintenant à quelques exemples où on va avoir des crises, donc les fameuses crises de la guerre froide, à travers notamment ici l'exemple de l'Allemagne, et notamment ici la crise de Berlin. Donc on va voir que l'Allemagne ici va se retrouver comme un enjeu majeur en Europe entre les deux grands blocs d'influence, américains et soviétiques, puisqu'en 1945, après la chute du nazisme, l'Allemagne a été occupée par les deux grandes puissances victorieuses et leurs alliés. Donc on va avoir une Allemagne coupée un petit peu en deux, avec d'un côté à l'ouest une zone américaine, anglaise et française, hein, qui vont être une zone d'occupation, et de l'autre côté on va avoir une Europe, une Allemagne de l'Est qui va être sous occupation soviétique. Et Berlin, qui est la grande ville d'Allemagne, qui est la capitale politique, va être elle-même coupée en deux blocs. Une première crise, une première tension va naître très rapidement en Allemagne à partir de 1948 parce que Staline souhaite récupérer l'ensemble des territoires donc berlinois, et en 1948 donc il décide de faire le blocus de ce quartier ouest de Berlin pour que les Américains donc le cèdent aux Soviétiques. Les Américains ne souhaitent pas perdre ce quartier de Berlin, et ils vont pendant plus d'un an ravitailler ces 2 millions de Berlinois qui sont coupés de connexion avec le reste de l'Allemagne par un pont aérien. C'est-à-dire que pendant un an, les Américains vont envoyer des avions pour ravitailler la zone, donc en vivres, en diverses nourritures, donc en eau, en électricité aussi. Et devant ce pont aérien qui va durer un an, Staline va en 1949 lâcher prise et va autoriser à ce que l'Allemagne de l'Ouest communique avec le quartier de Berlin-Ouest. Donc c'est un premier échec diplomatique de la part de l'URSS, et les Américains donc triomphent, puisque médiatiquement aussi, évidemment pour les Russes, c'était une très mauvaise chose de faire ce blocus, puisque ça a créé des tensions et ça remettait en cause un petit peu son modèle. Au sortir de cette crise, les Américains vont à l'ouest créer un nouvel État qu'on appelle la République fédérale allemande, donc la RFA, qui va être évidemment pro-américaine dans sa politique, et de l'autre, les soviétiques, les Russes vont devoir créer eux aussi un nouvel État qu'on appelle la RDA, la République démocratique allemande, où on va imposer un modèle communiste, et c'est comme ça que se termine cette première crise, donc en 1948, avec le blocus de Berlin. Malheureusement, 12 ans après, une crise va se réouvrir en Allemagne parce que en RDA, beaucoup de gens souhaitent quitter ce territoire, et beaucoup d'Allemands souhaitent partir à l'ouest, en RFA. Et donc le gouvernement de l'RDA, sous la pression de l'URSS, va essayer de bloquer la sortie de ces Allemands de l'Est qui prenaient l'avion notamment par Berlin-Ouest, en créant un mur tout autour de ce quartier de Berlin-Ouest, hein, qui est en fait un territoire ouest allemand. Et ce mur va être donc érigé, et pendant plus de 28 ans va couper les deux parties de Berlin, et aussi on va avoir des frontières qui vont se durcir entre la RFA et l'RDA, et pendant donc 28 années, les deux Allemagnes ne vont pas pouvoir communiquer. Dans la même année où on a eu cette tension entre les États-Unis et la Russie à travers la crise ici du mur de Berlin, on va aussi avoir un deuxième théâtre d'affrontement, ou en tout cas de tension entre les deux géants, à travers l'exemple de l'île de Cuba, parce que ici on va voir que l'URSS, notamment dominée par le dirigeant Khrouchtchev, qui règne sur l'URSS depuis la mort de Staline, va mettre en tout cas sur l'île de Cuba des missiles nucléaires pointés en direction des États-Unis.
Alors évidemment, pour les Américains, c'est une menace très alarmante et cette tension va provoquer une réaction américaine, notamment du président américain qui s'appelle à l'époque Kennedy, et qui va faire pression sur les Russes pour que ces missiles soient enlevés. Cette tension aurait pu aboutir à une guerre, mais au dernier moment, les Russes vont lâcher prise et retirer ces missiles de cette île de Cuba. Donc en synthèse, si on résume ce que c'est que la guerre froide, c'est un affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique au niveau idéologique, au niveau surtout militaire, hein, c'est une course aux armements, notamment course à l'arme nucléaire. Ça n'a jamais été direct entre les deux, puisque les deux ont l'arme atomique, mais ça a toujours été par pays interposé. Ça va être une tension qui va durer entre 1947 et 1989. On va avoir un monde coupé en deux, un monde qu'on appelle bipolaire, et ça se fait donc à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, évidemment, le monde est coupé en deux. À l'échelle d'un continent, on voit bien que l'Europe, par exemple, aussi est coupée en deux. Et on voit même à l'échelle locale d'une ville comme Berlin, coupée en deux aussi entre deux sphères d'influence, d'un côté américain, d'un côté soviétique, qui ne peuvent pas s'affronter directement, mais qui s'affrontent sur tous les autres plans, que ce soit politique, économique ou technologique. Donc c'est bien une opposition mondiale. Robert Aron, qui a tenté d'expliquer ce conflit, disait que c'était une guerre improbable, mais entre les deux, une paix impossible, et il faudra attendre que l'un des deux craque pour que cette tension disparaisse. Justement, pour terminer, on va s'intéresser à qui va craquer en premier, et ce sera donc évidemment le bloc communiste, le bloc soviétique qui va s'effondrer, notamment avec ses premières remises en cause qui vont intervenir dans sa sphère d'influence, notamment en Pologne, où on va voir que ce peuple va se liguer contre le gouvernement communiste polonais, allié de l'URSS. Et évidemment, on va avoir d'autres tensions qui vont apparaître, notamment aussi en Allemagne, à partir de l'année 1989, où le peuple donc de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, va se révolter. Et le 9 novembre 1989, le fameux mur de Berlin va s'effondrer, puisque les manifestants, dans cette nuit du 9 novembre, vont braver l'autorité et franchir ce mur en le détruisant. Très rapidement aussi, dans les autres territoires que sont la Roumanie, la Tchécoslovaquie, des tensions vont apparaître et le modèle soviétique, le modèle communiste va être largement critiqué dans tous ces territoires dans les années 80-90 et progressivement on va avoir des pays qui vont souhaiter se détacher du modèle soviétique et du modèle communiste et qui vont atteindre leur indépendance totale. Après toutes ces remises en cause qui a été vécue dans le bloc communiste, donc dans cette Europe de l'Est, la maison mère, l'URSS aussi, va être touchée par d'énormes contestations. Et c'est ainsi qu'en 1996, notamment avec Gorbatchev, qui est arrivé à la tête de l'URSS, ce président de l'URSS tente un ultime sauvetage du système soviétique qui est en crise économique, sociale et politique. L'échec de son programme de réforme accélère l'effondrement et la dissolution de l'URSS en 1991 en 15 nouveaux États indépendants. De plus, les régimes communistes d'Europe de l'Est sont eux aussi emportés l'un après l'autre par d'importantes contestations, donc on a vu en Pologne ou en Allemagne. Le monde bipolaire de la guerre froide disparaît définitivement après la démission du président Gorbatchev le 25 décembre 1991. C'en est fini de l'URSS et donc c'est aussi terminé de cette opposition entre l'URSS et les États-Unis, donc de cette guerre froide, de ce monde bipolaire. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ce document sur le diaporama qui est présent sur le blog de donc, le SAV de la salle 16. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.